Octobre et à Saint-Martin, l'école a commencé depuis quelques jours. Ce n'est pas encore l'idéal, mais enfin, ça commence à fonctionner. On va en parler tout à l'heure. On parlera de Saint-Martin tout à l'heure d'ailleurs avec M. Didier Bergen, qui est le président de l'Ordre des architectes de la Guadeloupe militaire à Saint-Martin. On va faire avec lui un petit compte-rendu de ce qui se passe là-bas du point de vue de l'architecture. On recevra tout à l'heure aussi Jean-Claude Glandor, qui est agriculteur. Vous savez que les agriculteurs ont fait une réunion hier avec la préfecture, avec le préfet, pour faire état un petit peu de la catastrophe, de ce qui s'est passé dans le sud Basset, ici les agriculteurs. La situation est assez grave. On fera le point tout à l'heure avec M. Glandor qui est notre invité. Et puis nous aurons M. Dorol. M. Dorol pour parler de cette journée qui se fera autour de Mansoso. Le 8, c'était prévu depuis avant, mais avec l'ouragan, cette journée a été décalée. Mansoso, c'est la mer de Guy Conquête. C'est en Poutomitan, à Dangouka et à la musique traditionnelle à Guadeloupe. Elle méritait un hommage. Ce sera fait par le CIPN, le MIR et toute une série d'organisations. Et puis, Francette Rosamond, notre chroniqueuse Amazon Caraïbes, sera là tout à l'heure pour nous parler un petit peu de la situation économique dans nos régions. Voilà ce qui fait l'actualité dans les talks, ce qu'on appelle les talks, mais l'information même. C'est Mendy. Bonjour Mendy. Bonjour avec Danick. Lunettes. Bonjour à tous, bienvenue. Et voyons tout de suite ce qui fera l'actualité en ce jeudi 5 octobre. Et en titre, nous partons du côté du procureur. Souvenez-vous, en août dernier, Priscilla Lone trouvait la mort à la sortie de son domicile à Basse-Terre. Les deux suspects, les frères Terram, s'étaient donc rendus après 2 mois de cavale. Et également, nous verrons la présidente de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes a donc fait une visite de terrain accompagnée d'une équipe de techniciens à la piscine intercommunale de Rivière-des-Pères. Et on terminera, nous sommes toujours, vous le savez, dans la semaine bleue. Et bien, l'EHPAD des Abîmes également porte sa pierre à l'édifice. Les lycéens de Saint-Joseph-de-Cluny étaient à la rencontre donc de ces personnes de l'EHPAD Jérémy Jalton. Ils ont chanté, dansé. Vous verrez ces images tout à l'heure en fin de journal. Voilà donc pour les titres. Merci donc à Mendy. Et je vous l'ai dit, on va parler de Saint-Martin. Saint-Martin qui reprend la vie tout doucement. Du point de vue scolaire, ça commence à aller. Le lycée s'est ouvert, mais malheureusement, certains profs sont encore absents. 40% des profs seulement sont présents, ce qui cause pas mal de soucis aux élèves. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette question avec probablement le recteur qui sera notre invité prochainement. Mais aujourd'hui, nous allons parler de construction et de construction après cyclone, après l'ouragan, puisque vous savez que des bâtiments publics, mais aussi des maisons individuelles ont été sérieusement ravagés dans l'île de Saint-Martin, un peu moins à Saint-Barthélemy. Et précisément, il y a eu donc une enquête, une visite des architectes de la Guadeloupe, parce que qui dit bâtiment cassé dit aussi reconstruction. Et il fallait aller voir sur le terrain ce qui s'est passé, ce que l'Ordre des architectes a décidé avant la sortie d'un rapport qui doit être en cours. Nous avons souhaité rencontrer Didier Bergen, qui est l'un de ces architectes qui était sur place. Il est aussi président de l'Ordre des architectes. Monsieur Bergen, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors, quand vous arrivez à Saint-Martin, peut-être 2 semaines à peu près après Irma, quel est votre sentiment général au vu de ce que vous avez rencontré, ce que vous avez vu? Alors, il faut savoir que la première fois que j'ai été à Saint-Martin, donc après l'ouragan Irma, c'était en compagnie du président de région et une petite délégation. Ça devait être 5 ou 6 jours après, oui. Pour qu'on puisse faire un constat visuel. Et nous sommes retournés après avec un certain nombre d'architectes et d'ingénieurs en soutien aux architectes et ingénieurs de Saint-Martin, parce qu'il y en a, pour faire un constat un petit peu plus poussé par des diagnostics qui avaient été demandé par la région et la collectivité. Donc, lorsque nous sommes arrivés, c'est vrai que Saint-Martin était une île dévastée donc, par
par l'ouragan Irma, pardon. Et de prime abord, c'était un paysage un petit peu catastrophique, dévasté, parce que déjà au niveau de tout ce qui était route, il y avait des encombrants, il y avait des voitures qui étaient sur le côté, il y a un parc de voitures qui a complètement brûlé, les gens étaient un petit peu désorientés. Cependant, nous sommes restés une dizaine de jours pour pouvoir diagnostiquer donc les bâtiments publics. Donc à la demande de la collectivité, ces bâtiments publics ont été diagnostiqués et il faut savoir que parmi ces bâtiments, donc les plus gros dégâts se voyaient plus en termes de toitures, des tôles qui avaient été arrachées, en termes de baies vitrées, des baies vitrées qui étaient cassées, et puis aussi des bâtiments qui étaient face à la mer, qui était aussi positionné plein sud-sud-ouest parce que les vents venaient d'un petit peu partout. Et ces bâtiments, forcément, ont été ravagés, inondés par les flots marins. Donc ça c'était le constat de tout ce qui était bâtiments publics, je vais y revenir tout à l'heure, et les bâtiments privés, les maisons plus particulièrement les maisons individuelles ont subi un petit peu plus de dégâts, parce que ce sont des maisons qui avaient été construites selon certaines normes qui avaient probablement pas été suivies et conçues par des hommes de l'art, architectes et ingénieurs, ce qui fait que ce sont les ouvrages qui ont subi le plus de dégâts. Alors, on a donné toutes sortes de chiffres au lendemain de cet ouragan. On a dit 95% de l'habitat avait été cassé. Après, on l'a réduit, on le passe à 65%. Quel est le chiffre réel aujourd'hui des bâtiments publics et privés qui sont hors d'état? Alors, le chiffre réel, non pas en chiffre, mais en pourcentage. Il faut savoir qu'il y a eu aussi certaines intox, notamment un de nos confrères, donc pas confrère de Guadeloupe, mais architecte français qui fait partie de la Fondation Architectes de l'Urgence, qui avait nommé, donc qui avait donné un pourcentage à 5% de bâtiments détruits. Maintenant, 5% de bâtiments détruits, il faut savoir quels sont ces types de bâtiments. 5%, vous avez dit ? 5%, alors que non. Il a visité l'île ? Je ne sais pas s'il a visité l'île. Ce monsieur, il est cavalièrement venu en Guadeloupe sans même consulter l'ordre des architectes locaux. Nous sommes quand même une institution, on représente le ministère ici en Guadeloupe. Nous faisons partie donc des architectes, des 30 000 architectes de France, et sans même pouvoir contacter l'ordre, alors que je lui avais envoyé un message. Ce monsieur est passé en Guadeloupe et puis a été à Saint-Martin, et il a décidé, je ne sais comment, de dire qu'il y avait 5% de bâtiments détruits. Alors, la destruction des bâtiments, un bâtiment est détruit partiellement ou totalement. Oui. Alors, lorsqu'un bâtiment est détruit totalement, il faut savoir qu'il n'y a ni structure, ni mur, ni toiture. Ce sont des bâtiments que l'on voit souvent après les séismes qui se sont écroulés. Explosé, pratiquement. Voilà. 5%, je crois que c'est peu. C'est peu parce que, pour avoir été là-bas, j'ai vu un petit peu plus de 5% de bâtiments, d'ouvrages détruits. D'ouvrages, je prends les ouvrages publics et les ouvrages privés. En ouvrage privé, où les normes étaient respectées, mais à moitié, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas d'architecte qui suivait ces chantiers ni qui avait conçu le dossier, le projet. Je crois qu'on peut monter jusqu'à 25 voire 30% de bâtiments complètement détruits. Maintenant, de bâtiments partiellement détruits, oui. Disons qu'on en a pour 65 à 70%. Mais alors, quand ce monsieur, cet architecte de l'urgence, sort ce chiffre de 5%, il va être pris en compte par le gouvernement, par l'État, ou alors est-ce que le rapport dont je parlais tout à l'heure, qui va sortir, qui est sorti ou qui va sortir, qui va sortir, sera pris en considération. Qui va gagner, entre guillemets. J'espère que le rapport que nous avons fait, donc il y a eu, vous savez, un ensemble d'organismes, l'Ordre des architectes, le CAUE, l'AIBG, les urbanistes, la Fédération du bâtiment, on s'est regroupés et ce rapport sortira bientôt, et j'espère qu'il sera pris en compte par l'État, parce que
nous étions sur place, nous sommes restés, Oui. et nous ne faisons pas partie de ceux qui faisaient des visuels photographiques par avion, par hélicoptère. On était sur le site, on était à terre. Sur le terrain. Sur le terrain. Il faut savoir que nous avons aussi, même avant que nous venions, donc juste après l'ouragan, des témoignages de nos confrères de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy a été touché, Saint-Martin a été un petit peu plus touché, et je crois qu'il y a ce chiffre de 5%, il est erroné, il est complètement faux. Bon, alors, je vous ai posé cette question des 5% et du chiffre réel, parce qu'il y a un autre problème, c'est le problème de la reconstruction. Et en fonction de cela, le gouvernement va décider de l'aide, etc. Vous avez vu le fiasco à propos de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, on va parler tout à l'heure avec un agriculteur. Donc, sur la question de la reconstruction, j'ai eu l'occasion de poser la question directement au président de la République française. On l'a posé à diverses personnes qui sont venues ici. Est-ce que les architectes et le corps de métier du bâtiment en Guadeloupe sera concerné par la reconstruction? Alors écoutez, il serait beaucoup plus logique que les architectes, que les professionnels de l'acte de bâtir antillais, guadeloupéens, voire martiniquais, et Saint-Martinois de Saint-Barth, soient directement concernés par cette reconstruction. Pourquoi? Parce que nous avons les compétences. Tout comme chacun. Nous sommes des architectes, nous avons fait nos études en métropole parce que nous n'avons malheureusement pas d'école d'archi ici. Donc nous avons les mêmes compétences des architectes qui sont là-bas. En plus, nous sommes sur place, donc nous connaissons les problématiques, nous connaissons les us et coutumes, et donc nous sommes les plus à même à pouvoir reconstruire. Idem pour les entreprises. Donc moi je crois que le gouvernement devrait prendre la tâche des professionnels de l'acte de bâtir antillais pour pouvoir reconstruire. Certes, peut-être qu'ils voudraient placer un ou deux professionnels de métropole. Je n'y vois aucun inconvénient. Le seul problème, c'est qu'il ne faut pas que nous soyons écartés. Donc nous faisons tout pour pouvoir agir en ce sens et voir si nous pouvons essayer de participer à cette reconstruction. Voilà, parce que nous sommes les seuls professionnels à même de résoudre ces problèmes. Parce que, vous le savez sûrement, Bouygues s'est déjà positionné. Il y en a beaucoup qui se sont positionnés. Maintenant, il ne faut pas que se positionner. Vous savez, à l'ordre des architectes, nous avons monté une cellule et nous allons y associer certains autres acteurs de l'acte de bâtir concernant non pas les normes, mais concernant certaines pratiques. Je compte me rapprocher au nom de l'ordre des architectes des politiques de la Guadeloupe, donc le président de région, les députés, les sénateurs, voire le ministre des Outre-mer. Pour que nous puissions, nous, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, avoir une sorte d'habilitation, avoir un statut autre que celui que l'on nous impose. Je prendrai l'exemple d'un permis de construire. Comment se fait-il que dans nos territoires où nous sommes sujets à des séismes, à des ouragans, à des cyclones, nous puissions avoir la même pratique administrative, d'autorisation administrative, que ce qui se passe en métropole? Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Pourquoi? Parce que nous sommes touchés par ces aléas climatiques qui font que nous devons changer un petit peu la norme. Je vais rebondir sur je vais aborder un domaine qui peut gêner. Nous parlions, ça fait très longtemps, vous savez, la loi sur l'architecture date du 3 janvier 1977. Et nous avons parlé du seuil de recours à l'architecte. Il a changé avec la loi LCAP. Avant, le seuil de recours à l'architecte était de 170 mètres carrés de surface chaude, surface finançable, surface imposable. Maintenant, il est à 150 mètres carrés. Il a été réduit. Il a été réduit, oui, il a été réduit par rapport au Grenelle, à la loi Grenelle, et que, vous savez, il y avait les épaisseurs des murs, des isolations et tout. Mais c'est comme si on était à 170 mètres carrés de surface chaude, parce qu'on n'a plus de surface chaude, mais on a une surface de plancher. Moi, je crois qu'il faudrait dès à présent que nos politiques puissent nous suivre pour que nous puissions mettre ce seuil à 1 mètre carré. C'est-à-dire que dès le premier mètre carré, que les pétitionnaires, que les maîtres d'ouvrage fassent appel à un architecte. Non pas pour pouvoir défendre ma paroisse, mais pour ne pas que nous ayons ce type de problème actuellement où la sécurité des personnes est en jeu. D'accord ? Donc maintenant, on ne parle plus de petits sous, on parle de sécurité. Et lorsque vous voyez que des gens construisent
et qui ne sont pas passés par un homme de l'art, par un architecte, par un ingénieur, on retrouve ce type de problème. Oui, on a des conséquences. Oui. Bien sûr, certains nous disent, oui, mais les architectes, vous ne savez pas construire. Bon, premièrement, un architecte ne construit pas, un architecte conçoit, un architecte suit des chantiers. Mais le fait de dire que vous ne savez pas construire, ils sont en train de mettre en doute aussi la compétence des entreprises, des artisans. Nous avons des artisans très compétents, des entreprises très compétentes. Donc ce ne sont pas les normes. Oui. Ce ne sont pas les normes. On a beau changer les normes. On a eu un ouragan de 350 km/h avec une pointe au niveau du fort Louis à Saint-Martin de 400-410 km/h, hein, très, très, très rapide. Mais plus on va changer les normes, écoutez, nous ne pouvons pas maîtriser les aléas climatiques. Donc si on change les normes pour des vents de 400 km/h et que nous avons un vent de 500 km/h, qu'est-ce que nous allons faire? Si nous changeons les normes pour un séisme de force 6, de force 7 et que nous avons un séisme de force 8 ou de force 9, qu'est-ce que nous allons faire? Ce n'est pas ça. Il faut déjà associer les professionnels qui savent où construire, comment construire, et les associer pour que chacun puisse y trouver son compte et puisse être en sécurité. Oui. Vous voyez? Donc, entre autres, c'est ça, mais nous avons... Vous avez un véritable combat à mener là, en ce moment. C'est-à-dire, Irma a révélé beaucoup de choses. Irma a révélé ce que Hugo avait révélé, ce que le tremblement de terre en 2004, je crois, avait révélé. Le seul souci, c'est que, vous savez, nous sommes ultramarins, donc de l'autre côté de l'Atlantique, et il faut que nous soyons pris en compte. Maintenant, je compte vraiment sur nos politiques d'aujourd'hui pour pouvoir nous aider à porter ce message auprès du gouvernement et que le gouvernement puisse nous entendre, et à ce moment-là nous allons peut-être ne pas être satisfaits à 100%, mais résoudre une partie du problème. Vous savez, si nous résolvons même 10% voire 50% du problème, ça sera déjà ça de gagner. Alors justement, avant de vous laisser partir, il y a eu vous l'avez dit, des maisons qui ont été détruites, enfin aussi des bâtiments publics. Est-ce à dire que, vous l'avez dit plus ou moins tout à l'heure, que les normes n'avaient pas été respectées, mais la qualité aussi du travail, les gens qui ont travaillé, qui ont construit sans architecte, c'est le résultat, c'est aussi ce résultat-là, parce qu'on a vu même des hôtels pratiquement disparaître. Oui. Alors il faut savoir que, concernant les bâtiments publics, les normes ont été respectées. Quand nous construisons des bâtiments publics, vous avez des appels d'offres, nous avons des marchés, nous devons respecter certaines lois, nous pouvons le faire. Concernant les hôtels, c'est vrai que si je prends l'exemple d'un hôtel qui se trouve à Marigot en face de la mer, il était en face de la mer, est en face de la mer, c'est-à-dire que lorsqu'on sort de cet hôtel, la ligne d'eau est à peine 10 mètres, alors que nous avons les 50 pas géométriques. Maintenant, est-ce que nous allons toucher l'économie en disant les hôtels ne doivent pas être près de la mer, mais plus en fond de parcelle? Vous savez que les touristes, lorsqu'ils viennent, même nous, les autochtones, lorsque nous venons, nous voulons avoir la mer tout près de nous, lorsque nous allons à l'hôtel. Donc, c'est pas ça. Il faut réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a une solution et nous devons réfléchir. Maintenant, par contre, concernant les maisons individuelles, c'est là où le bas blesse. Vous savez que plus de 65% des permis de construire déposés ne sont pas déposés par des architectes à cause de cette loi. Et plus de, je dirais à peu près le même pourcentage des maisons qui sont construites n'ont pas été conçues par un homme de l'art. Donc c'est un très très gros problème. Il faut que les gens puissent se dire que nous avons des professionnels qui sont capables de nous aider, qui ne coûtent pas si cher que ça. Et vous savez, comme on dit en Guadeloupe, enfin aux Antilles, bon marché qui a coûté cher, ça nous coûte maintenant. Effectivement. Ça nous coûte. Et si on avait fait en sorte de pouvoir respecter certaines règles, je crois qu'on aurait eu moins de dégâts à Saint-Martin. Et si l'ouragan Maria était passé en Guadeloupe, comme il était passé à la Dominique, je n'aurais pas voulu. On ne serait pas là en ce moment. Tout à fait. Enfin, peut-être, mais pas dans cet état. Juste un petit mot. Ce que vous dites, c'est valable aussi pour les opérateurs qui construisent des bâtiments, je sais pas, SIG, Sama, etc. Non, oui, les opérateurs, ils respectent les règles. Bon, il y a certaines choses à faire, vous savez, mais il faudrait donner peut-être à ces opérateurs un petit peu plus de budget l'année
ligne budgétaire unique et puis les autres subventions, pour que, je vous donne un exemple très simple, que nous puissions avoir au niveau des loggias donc une baie qui sépare la loggia de la terrasse, mais une baie qui soit protégée par un volet roulant. Oui. Maintenant, nous faisons de grandes baies, c'est vrai que ce sont de belles baies, mais il faut que ça soit protégé par un volet roulant. Il faut trouver les financements pour ça. Mais tout ce qui est public, donc opérateur, marché public, nous respectons tous les règles. Oui. Nous respectons tous les règles et lors des chantiers, nous vérifions ce chantier. Donc je ne crois pas qu'il faille accuser un acteur de l'acte de bâtir à ce moment-là. Je ne vais accuser personne directement, mais je crois qu'il y a un débat à apporter, il y a une discussion à avoir avec les professionnels de ces régions ultramarines et je le répète, je voudrais que nos politiques puissent pouvoir nous soutenir. En tout cas, on vous remercie d'être venu. J'ai envie de vous dire pour conclure qu'il y a eu un avant Maria, un avant Irma et un après désormais pour les architectes. Il y a eu un avant Irma, un après Irma pour les architectes et pour nous tous d'ailleurs, oui. Car nous devons de toute façon tous nous remettre en question, hein, nous sommes faillibles, nous devons nous remettre en question, mais nous devons tous nous remettre en question, pas que les architectes, pas que les entreprises, mais tout le monde. Je vous remercie M. Bergen de venir nous éclairer sur cette question, c'est un dossier que nous allons suivre, il est 12h53, on va commencer le journal avec Mendy. Et oui, souvenez-vous, en août dernier, Priscilla Lone trouvait la mort à la sortie de son domicile à Basse-Terre. Les deux suspects, les frères Terham, s'étaient rendus après 2 mois de cavale. Selon leur dire, la jeune femme a été abattue par erreur. Écoutons Xavier Bonhomme, le procureur, un reportage signé Olivier Félix. Des explications, en tout cas, à l'une des personnes qui fêtait l'anniversaire d'un de ses 2 frères. Au sujet d'un cambriolage qui avait été commis à son préjudice quelques jours auparavant. Une altercation s'en est suivie, un échange de coups. Cette bande était, semble-t-il, armée. Ce qui n'a pas plu aux 2 protagonistes principaux de cette affaire qui sont allés aussitôt chercher des armes à leur domicile qui se trouvait dans l'immeuble, qui se trouvait à proximité. Ils sont redescendus chacun avec un fusil et en redescendant, l'un d'entre eux, au fusil de chasse, a tiré dans un premier temps à 2 reprises sur cette pauvre victime, croyant avoir affaire à un de ses agresseurs. Et une fois qu'elle était à terre, a tiré une seconde reprise dans le dos. Donc cette victime est décédée quelques minutes plus tard des suites de ses blessures, ayant été touché dans le dos, entre le dos au niveau des épaules et la nuque. Il s'agit véritablement d'une méprise, en tout cas c'est comme ça que l'explique l'auteur principal des faits, qui a cru reconnaître du fait des vêtements de cette victime, eh bien, un de ses agresseurs initiaux. Ces 2 personnes aujourd'hui mises en examen et qui ont été placées en détention provisoire cet après-midi par le juge de la liberté et de la détention encourent 30 années de réclusion criminelle. Ils sont majeurs. L'un d'entre eux fêtait ses 18 ans le jour des faits et venait depuis quelques heures effectivement d'acquérir la majorité. Oui, ils avaient consommé plus que des raisons, des stupéfiants et bien évidemment de l'alcool. L'un d'entre eux, le plus grand, à savoir le tireur, a été condamné il y a 2 ans à une peine relativement modérée pour trafic de stupéfiants. L'autre, le plus jeune, n'a pas de condamnation judiciaire, mais il a par le passé fait l'objet de procédures judiciaires qui avaient donné lieu à des alternatives aux poursuites. On pourrait parler de règlement de compte dans la mesure où on va chercher des armes parce qu'on vient d'être éventuellement agressé par quelqu'un, mais on se trompe de victime. Le ZCL est en direct sur Canal 10 et également RHT Guadeloupe 89.8. C'est l'heure de marquer une courte page de publicité. Tout à l'heure, on revient avec nos invités. A tout de suite.
Retour sur le plateau du ZCL en direct de RHT qui reprend donc ses directs avec le ZCL ici, tant mieux. Et donc si vous êtes en voiture, vous avez la possibilité d'écouter le ZCL en direct à la radio désormais sur le 89.8 et le 90.8. C'est bien ça, 90.8. Absolument. Voilà. On va faire un rappel des titres avant de recevoir M. Dominique Dartron qui est le porte-parole de la coordination rurale des agriculteurs qui était en rendez-vous hier avec le préfet sur la catastrophe, les calamités agricoles. Mais avant ça, on va revenir au titre. Et nous l'avons vu en première partie, l'interview du procureur, M. Xavier Bonhomme, qui se prononçait quant à ces deux suspects, les frères Théram, qui s'étaient donc rendus après 2 mois de cavale. Ils avaient donc assassiné Priscilla Lone et selon leur dire, la jeune femme a donc été abattue par erreur. Nous verrons également Mme Lisette Misso-Chevry, qui s'est rendue à la rivière des Pères, la piscine intercommunale, actuellement fermée en raison d'une fuite dans le bassin principal. Et enfin, nous finirons avec l'EHPAD des Abîmes, qui invitait les lycéens de Saint-Joseph-de-Cluny au programme chant, danse et discussion. Une belle matinée de transmission. L'état général de l'agriculture en Guadeloupe, nous avons visité tout le secteur de la Guadeloupe, a été frappé. Oui, ça a été frappé. Et surtout la zone sous Baïf, nous avons regardé encore, ça a été vraiment endommagé. Toutes les cultures. Hein. Toutes les cultures. Pas seulement la banane, je veux dire. Ah non. Toute les cultures ont été endommagées. Bon, mais de toute façon, vous le voyez sur les marchés. Maintenant, on trouve presque plus les produits maraîchers. Oui. Et ça va durer, la pénurie va durer combien de temps ? La pénurie va durer assez longtemps. Pourquoi assez longtemps ? Parce que il y avait déjà des petites carences et l'arrivée de Maria, ça a été encore frappé doublement. Et aujourd'hui, pour relancer la balance, il faut. Par exemple, si tu as du céleri, des choses comme ça, pas avant 2 mois, 3 mois. Il faut attendre un petit peu, il faut attendre pas avant 3-4 mois. 3-4 mois. Pour du maraîcher, il faut attendre 6 mois. Déjà, il faut avoir les fonds, il faut avoir les éléments, les premières matières premières. Et il faut replanter. Il faut redémarrer à zéro. Oui. Donc 6 mois sans rien. J'ai pas dit vraiment sans rien, mais le démarrage, le démarrage et on va sentir les conséquences. Deuxième question, pour qu'on comprenne bien, est-ce que les producteurs du Sud-Bastère ont été plus touchés que ceux de la Grande Terre ? Le Sud-Bastère a été frappé. La Grande Terre a été frappée. C'est toute la Guadeloupe qui a été frappée. Oui. Je dirais aussi, et Bastère, sous le compte Bastère, qui a été oublié par le préfet et puis par d'autres, les politiciens aussi. Et puis, une visite approfondie le méritait. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, ça a été fait. Le problème, on le voit quand vous arrivez quand vous quittez le Cap Esther et puis vous montez jusqu'à Baïf, Trois-Rivières. C'est la désolation. C'est la désolation. Vous le voyez de visu. C'est fait. Aujourd'hui, l'erreur est faite. Il faut se remettre, retrousser les manches et de trouver des solutions. Alors, je vous pose la question. Pourquoi ? Parce que demain, on va recevoir ici M. Célin. Oui. Patrick Célin, qui, vous savez, il vient d'être réélu. Oui. Si vous étiez là demain, quelle question vous lui aurez posée ?
Déjà, c'est le président de la Chambre d'agriculture. Bon, oui. Il faut... Parce qu'on m'a dit qu'ils ne sont pas encore venus visiter réellement avec des techniciens sur le terrain. Moi, je sais que la Chambre d'agriculture n'est pas encore passée sur le sud d'Aster. Oui. On attend son passage. Oui. Justement, l'équipe de Baïf attend. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas le rater. Baïf a toujours été cette zone oubliée. Or, c'est une zone de niche c'est le grenier. Un grenier. Baïf, toute cette zone, c'est un grenier. La grosse transformation des produits locaux, c'est eux qui donnent et tous les produits que vous voyez sur le marché, ils en font partie. Oui. Ils ont été oubliés. Heureusement que nous, la coordination rurale, on a travaillé en amont pour voir ce que nous pouvons faire ensemble. Et c'est depuis là, nous avons renforcé en plus notre relation. Oui. Certes, ils ont besoin de beaucoup de moyens, ils ont besoin de fonctionnement, ils ont besoin de pas mal de choses. C'est pour cela que nous étions aussi en réunion avec le préfet, nous l'avons dit aussi. Alors, autre chose, cette réunion avec le préfet, le climat était à l'écoute, parce que je vous pose la question, il y a 2 semaines, le préfet a fait une réunion avec les maires, après donc les élections sénatoriales, et vraiment, tout le monde le dit, le préfet, il était à côté de ses pompes, comme on dit en français. Mais vous savez, la partie agricole, il faut connaître. Oui. Il faut connaître, il faut avoir des techniciens, il faut avoir des gens qui connaissent le terrain. Le préfet nous a écoutés hier et nous avons présenté une plateforme et qui reconnaît cette plateforme, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons eu déjà pas mal de soucis depuis 2014 arrivé jusqu'à 2017. Chaque année, nous avons été frappés par la sécheresse, par Matthews, par pas mal de montées des eaux. Citrus Green, on a tout plein. Oui. Aujourd'hui, nous avons fait reconnaître le préfet, toutes ces problématiques sont présentes et ça nous a touché de point fait. Alors, qu'est-ce que nous faisons? La première chose, est-ce que oui ou non, il y a une arrêté sur la calamité agricole? Oui. Réponse. Il nous a dit oui. Ça sera fait entre aujourd'hui ou la semaine prochaine ou plus tard. Là, il nous a acté que c'est oui. Comme on ne dit pas une parole en bouche. J'espère bien, parce que, comment dirais-je, parce que la désolation, et ça commence à se faire ressentir. Oui. C'est pour cette raison que nous avons installé cette plateforme d'intersyndicale. Nous avons fait appel à tous les syndicats en Guadeloupe, UPG, FDECA, les éleveurs, tout, parce que nous sommes tous concernés. Il n'y a que 4, la DGA aussi ont répondu, il n'y a que 4 qui ont répondu. C'est dommage que la FDECA n'a pas répondu, mais j'espère bien qu'il va se mettre en branle pour qu'on puisse travailler ensemble. Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème global sur toute la Guadeloupe, ce n'est pas un problème individuel. C'est ce que nous avons démontré au préfet. Et justement, qu'est-ce que nous l'avons proposé encore? Nous allons proposer une situation assez catastrophique, d'instaurer une cellule de crise. Cette cellule de crise, elle est globale, toutes filières confondues. Et tous les agriculteurs, par grands, petits, moyens, tout le monde est concerné. C'est-à-dire, cette cellule de crise va intégrer, on va intégrer tous les organismes tels que l'URSSAF, départements, régions, tout cela de manière expert comptable, parce qu'il ne faut pas oublier que les agriculteurs sont en manque d'accompagnement, et la DAF aussi sera concernée, parce qu'il ne faut pas oublier que le fonds de secours va demander beaucoup de rigueur au niveau administratif. Et les agriculteurs ont une carence par rapport à ça. C'est pour cela que nous avons demandé une simplicité des documents administratifs. Et vous avez obtenu un accord sur la simplification des documents? L'accord, non. Hier, nous étions sur l'écoute. Oui. L'accord, c'est à partir de la semaine prochaine que nous allons parler. Vous allez revoir le préfet? Oui. Nous avons rendez-vous la semaine prochaine afin que nous commencions déjà le premier travail de fond. D'accord. Et avec les différents organismes que nous avons cités et qui seront présents. Il y aura les banques, les assurances qui seront présents de manière à accompagner les agriculteurs de quelles mesures que nous allons mettre en place. Parce que l'autre versant de cette problématique, c'est que certains agriculteurs aujourd'hui
aujourd'hui, ils sont à zéro. Je veux dire, ils n'ont même pas un fonds de roulement. Mais nous avons étayé ce problème aussi. Bon, le fonds de roulement est parti. Oui. Parce qu'une entreprise, il ne faut pas oublier qu'un agriculteur, c'est un chef d'entreprise avant tout. À partir du moment que vous avez un numéro de SIRET, vous êtes engagé comme un chef d'entreprise. Oui. Et on est absence de fonds de roulement et absence pour la production. Je ne pense pas que c'est un bon qui va pouvoir faire redémarrer une exploitation. Il y a beaucoup de choses parce qu'il ne faut pas oublier aussi que l'agriculteur, il a déjà pris des engagements moratoires qu'au niveau des impôts, qu'au niveau de l'URSSAF, des charges sociales. Donc aujourd'hui, il fallait mettre ces mesures de crise pour pouvoir amortir et calmer toutes ces problématiques. Oui. Il a reconnu tout cela et c'est pour cette raison que nous allons mettre en place cette cellule de crise pour pouvoir commencer à faire un nettoyage. Est-ce que, je pose la question, est-ce que les indemnisations des précédents cyclones sont déjà arrivées? Il y a eu, on a parlé aussi des indemnisations antérieures qui n'est pas encore entrée, oui, d'accélérer aussi, oui. Parce que l'on aura besoin de ça, d'accélérer, et surtout la calamité de Maria, oui. D'accélérer aussi là-dessus, parce oui. Que il suffit pas parce qu'ils nous ont dit qu'ils ont même réorganisé leur structure, oui. Pour pouvoir accélérer sur les dossiers et pouvoir débloquer aussi les fonds qui antérieurement. C'est vous, M. Dartron, qui aurez la charge comme on dit, de suivre les dossiers régulièrement en relation avec la préfecture, avec la cellule de crise. Comment ça va se passer concrètement? Non, c'est pas moi particulier parce que nous travaillons en groupe. En groupe, nous allons être très attentifs. Très attentifs. La DAF va mettre en place sa cellule en place avec le préfet, avec d'autres organismes, et nous serons très attentifs avec les autres collègues aussi de l'intersyndicale. Et si même d'autres personnes veulent s'intégrer pour qu'on puisse faire un travail de groupe, il n'y a aucun souci. Il ne faut pas oublier que la coordination rurale de base, c'est de travailler en amont, en commun, et c'est pour cette raison que nous avons fait appel aux autres syndicats pour qu'on puisse défendre les intérêts des agriculteurs en Guadeloupe. Oui. Alors on retient quand même ce que vous avez dit, c'est que sur les marchés, le marché des Mornes, le marché de Montebello et autres, pour l'instant, il n'y aura pratiquement pas grand-chose. Et il va falloir tenir le coup et espérer. Tenir le coup, certes, on le sait bien qu'on aura du mal à trouver des produits locaux dans les jours qui viennent. Là, dans les mois... Pas de foire agricole cette année, non? Il peut y avoir des foires agricoles avec des produits importés, parce que c'est les produits importés qui vont prendre la place, mais c'est dommage, mais j'espère bien que ce n'est pas pour longtemps, parce que nous nous battons pour les produits importés. Vous savez, le changement climatique, on n'est pas préparé pour ça, mais je pense bien à l'avenir, comme disait le préfet, il va falloir qu'on s'organise pour les problèmes climatiques. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des fortes cyclones, de forts vents, il va falloir que nous organisons différemment. Bien, écoutez, M. Dominique Dartron, vous remercie d'être venu nous dire tout ça. C'est un dossier que nous allons suivre et nous espérons que l'information sera relayée par nous, c'est-à-dire qu'elle arrivera jusqu'à nous, qu'on la relaye vis-à-vis des pouvoirs publics et vis-à-vis de l'opinion, parce que les Guadeloupéens, effectivement, se posaient la question, quand nous que manger après ce cyclone-là. Il faut attendre que nous que manger, nous que manger, au lieu de nous manger en grands assiettes, nous que manger petits bois dans ça nous trouver. Là, je n'ai pas de bananes, nous pas de ziam, nous tout bien là, patate là, bon, il y a un coup de l'eau, bon, là, c'est redémarrer bien là, si nous t'es qu'à trouver des coups de main à des gens qui ont vu nous force aussi en jardin là, des gens qui ont fait un travail à Inès, ils peuvent venir chercher des agriculteurs pour dire. On appelle ou quoi lancer là pour. Mais quand on appelle aussi parce que les agriculteurs, pour ça, pour planter les tiges, c'est pas difficile. Si nous, au lieu de laisser place à l'importation, c'est nous tous solidaires, agriculteurs en force, et pour nous porter main rapidement pour nous permettre la population à manger correctement et un bon produit pour la santé. Parce qu'il ne faut pas oublier que jour-là, la santé est son butin qui est très important. Il faut nous commencer à réfléchir à la santé en nous.
Juste un dernier mot, par la voix Dominique Crasé aussi, puisque le monde a dit souvent, deuxième jardin à la Guadeloupe, c'est Dominique. Ça veut dire que les Guadeloupéens, vous prennent en main à ces productions agricoles là, par la voix, puisqu'il n'y a rien sorti Dominique avant longtemps non plus. Ah ben ça peut permettre les Guadeloupéens de réfléchir aussi. De réfléchir à ce que Dominique est capable de nous manger, et aujourd'hui-là, Dominique pas là. Ouais. Alors aujourd'hui-là, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Là, en bas marché là, nous va voir, hein. Nous va voir que bon, mais Dominique pas là, et malgré ça, il prend un bon coup assez raide. Faut nous faire attention pour ne pas doubler nous. Alors si nous restons qu'à regarder l'autre et puis pour ça et dire qu'on s'en voilà mais c'est à nous de organiser nous et puis trouver même parce que le problème nous dans l'agriculture c'est mettre devant nous. Ouais. Si nous trouver des structures ou alors des mondes qui mettre des bités en place pour nous balancer tout de suite et le temps que fond de roulement nous entrer en les comptant nous. Faut pas nous oublier ça. Ok, nous bien entendre ça. Il est 18 minutes. Nous allons continuer l'information là avec Manzé Mandi et qui a développé le journal là. Je ne comprends pas pourquoi monter caché patate conseillée à l'esprit, non? Oui, vous comprenez quoi là? Vous pouvez dire ça encore ce jour-là. Effectivement. Pour bouger. Attends. On poursuit avec l'actualité. C'est devant un parterre de personnalités que la ministre des Outre-mer a procédé à la présentation officielle des Assises des Outre-mer. On regarde ces images signées Maurice Cessé. Je suis très heureuse de vous accueillir ici, de vous savoir réunis pour nous permettre de vous présenter les Assises des Outre-mer, qui est un engagement du président de la République. C'est donc le départ de 7 mois, vous l'avez vu, de réflexion, d'identification et de proposition de solutions pour construire l'outre-mer de demain ou les outre-mer de demain. 7 mois durant lesquels tous les acteurs ultramarins, pouvoir public bien sûr, monde de l'économie, mais aussi société civile, vont se concentrer pour écrire ensemble le livre bleu des outre-mer. Ce livre bleu outre-mer sera le socle des politiques publiques du quinquennat, tourné vers le développement des territoires ultramarins. Ces assises, nous les avons pensées autour de 2 pôles. D'un côté, un travail institutionnel, mais de l'autre, et j'ai envie de dire, c'est cette deuxième démarche que j'ai hâte d'entamer, une démarche de participation de l'ensemble des citoyens ultramarins, mais bien sûr aussi de la métropole. Parce que moi, je crois aux outre-mer des solutions. Et je ne suis pas la seule à y croire. La preuve, il y a une équipe présente ici, mais de nombreux acteurs sur les terrains, comme au plan national, qui veulent y participer, qui veulent croire à ces outre-mer de demain, plus ouverts, prêts à affronter l'ensemble des grands défis du XXIe siècle. Je crois donc aux outre-mer des solutions et j'ai eu l'occasion de vérifier que ces solutions, elles existent bien sur les territoires. À chaque fois que je me déplace sur le terrain, j'ai l'occasion donc de voir des idées, des projets, des initiatives. Chaque citoyen ultramarin d'ailleurs en porte. Et parce que les outre-mer ne forment pas un tout, vous le savez, on le répète souvent, chacun a ses spécificités, ses déséquilibres, mais aussi son potentiel propre, ces assises sont organisées par territoire. C'est un temps de mobilisation donc inédit. L'idée est que chacun prenne la parole. Et d'ailleurs surtout tous ceux qui ont perdu confiance en l'action publique et qui se sont résignés à se taire. Ainsi, pour associer le plus grand nombre ces assises de l'outre-mer, le site internet assisesdesoutre-mer.fr, officiellement lancé aujourd'hui, est ouvert à tous les citoyens d'outre-mer, qu'ils résident dans un territoire ultramarin ou dans l'Hexagone. Voilà, il est 13h21. Notre ami Francette Rosamond est déjà là, Amazon Caraïbes. Générique tout de suite. Amazon Caraïbes avec Francette Rosamond d'Interentreprise.
Voilà, bonjour Francette. Bonjour à tous, bonjour mon cher ami Danick. Je suppose que vous revenez de Fouillol. Eh ben, en fait, j'y vais tout à l'heure parce que je considère que c'est une rencontre importante qui se passe là avec le titre est pompeux, rencontre scientifique pour l'évolution législative de nos territoires. C'est vrai que la loi Noutré, on entend souvent ce mot-là, mais on ne se rend pas compte que c'est désormais le cadre législatif a été modifié pour les... Tout à fait. Pour les régions, et donc du coup comment nous habitons les nouveaux pouvoirs vu qu'il y a bien de nouvelles organisations mises en place, et c'est vrai que ça concerne aussi bien l'activité fiscale, etc., mais aussi l'économie, nos relations avec nos voisins, et donc oui, je pense que c'est une initiative intéressante d'avoir mis ça à l'ordre du jour, parce qu'on le voit encore plus pour les événements cycloniques qui se sont passés. Il y a une vraie nécessité de meilleure coordination. Nous savons tous par exemple que la Dominique est très touchée. Votre précédent interlocuteur parlait principalement du fait qu'ils n'ont plus de grenier, donc il faut qu'ils se remettent à produire, mais c'est aussi une problématique de comment on va faire pour permettre au redéploiement, au redémarrage d'un pays, parce que ça risque d'avoir un impact sur l'ensemble de la zone, donc chez nous aussi, par rapport à ces personnes, s'ils ne trouvent pas à travailler, elles vont... Le problème ne se pose pas en Martinique, puisque vous avez eu moins de dégâts. Est-ce que l'agriculture, comment se porte l'agriculture en fait, nos bananiers sont tous en train de pleurer, enfin à 80%, donc il y a effectivement là aussi des aides qui sont en train d'être mises en place, et puis c'est exact qu'il y a, je reparle de la Dominique, il y a un fort mouvement qui se fait, notamment pour apporter de l'alimentation, parce que c'est vrai que nous avons eu la chance de ne pas être très touchés, or à une époque nous étions touchés et eux non, et c'est eux qui nous avaient approvisionnés, donc là je trouve qu'il y a un vrai sujet à creuser par rapport à comment on fait pour mieux coopérer ensemble, et c'est pour ça qu'il faut aller s'intéresser à ce qui se dit à Fouillol. D'accord. Donc, on parlera de ça dans notre prochain numéro. J'imagine. Et puis notre numéro d'octobre est sorti, il est en ligne depuis ce matin sur notre site internet avant d'arriver en kiosque lundi. Et donc on a justement fait un gros plan sur la reconstruction, parce que nous avons volontairement voulu nous positionner après l'urgence, après cette étape où un peu tout le monde a tiré comme il a pu, enfin aidé comme il a pu, et maintenant comment on fait pour relancer plus durablement ces territoires. Et ce qui apparaît, et nous sommes très fiers d'avoir eu une interview exclusive de la Fédération française des assureurs, qui dit bien que tout le monde... Il y a une espèce d'action à peu près concertée des assurances, mais il faudra s'attendre à une réévaluation. Parce qu'en fait, ce n'est pas simplement pour les polices d'assurance d'ici, c'est d'une manière générale, parce qu'il y a eu une conjonction de risques, et donc les réassureurs, qui sont ceux qui donnent un peu le là en matière d'assurance, il faut s'attendre, ils le disent, si vous persistez à habiter un endroit où on sait que le plan d'occupation des sols dit que c'est une zone rouge, il faut s'attendre à ce que votre prime d'assurance va augmenter. Et puis, il y a aussi la problématique de la construction des normes. Nous avons interrogé, j'ai eu l'occasion de parler ici d'une action qui avait été menée en 2004 avec 19 pays de la Caraïbe. Et nous avons interviewé un de ceux qui était la cheville ouvrière de ça et qui est spécialiste des contrôles de bâtiments. Il a fait plein de choses, par exemple, l'hôtel Fort Royal ADS, c'est lui qui l'a contrôlé. Et donc, il dit que plus que jamais, il faut se questionner sur ces normes. Et un travail a déjà été fait, donc il faut le revisiter et l'utiliser. Et deuxièmement, il a mis aussi en lumière comment, à une époque, nous avions tous des citernes en haut de chez nous. La loi a voulu qu'on n'en mette plus. On avait interdit. Voilà, et puis maintenant, on se rend bien compte qu'il faut peut-être recommencer. Et il va encore plus loin. Il y a des kits photovoltaïques à 250 € qui se vendent en France. Donc, on peut imaginer que là aussi, pour suppléer tous ces fils exactement, la problématique de l'enfouissement des câbles, etc. Voilà, nous avons abordé dans ce numéro un ensemble de problématiques et qui font que, en plus, tout le monde a parlé très directement et sans langue de bois. Mais alors, Francette, la question se pose toujours après ce genre de catastrophe. Est-ce que rien ne sera plus comme avant ? Ils disent bien qu'il y aura un avant et un après. Mais l'avant et l'après dépend aussi de comment nous allons rester en vigilance par rapport à ce qui s'est passé. Nous sommes très oublieux. Dès que le beau temps revient, dès qu'une autre catastrophe pousse l'autre, une autre actualité, il y a un nouveau portable qui sort, on se vote dedans, etc. Et puis on oublie un peu les bonnes résolutions.
Or là, je pense que deux événements ont vraiment frappé les esprits. C'est d'une part ce Force 5, oui. Mais deuxièmement, deuxième Force 5 une semaine après. Oui. Alors qu'avant, c'était généralement 50 ans entre deux phénomènes un peu costauds. Au moins 20 ans. Voilà. 20 ans. Et donc, du coup, ça a choqué, enfin, en tout cas, ça a interpellé beaucoup de gens. Et puis, il y a aussi l'une des choses, par exemple, qui m'a été expliquée, c'est que nous avions, d'ailleurs on en parlera, je vais le laisser pour après, mais par exemple, beaucoup de toits ont explosé vers l'extérieur. Et comment ça s'explique ? Vu qu'il y a des vents violents, et comment ça s'explique que ça explose vers le haut. Et donc, c'est une question de pression, et qui montre que là aussi, c'est des problématiques de construction qui ne sont pas prises. On vient d'avoir un architecte qui disait que les questions des normes devraient être revues et corrigées. Mais c'est-à-dire qu'en fait, quand par exemple j'entends que les bâtiments de France sont en train d'arriver, je suis très circonspecte parce que je me dis, ce sont des gens compétents pour les continents. Oui, c'est exactement ce que disait l'architecte tout à l'heure. Et là, nous sommes sur des îles. Oui. Et d'ailleurs, l'une des brèves que j'avais mis après, donc je l'ai mis avant notre propos, c'était justement, nous sommes la France construit depuis 2013 sous un système qui s'appelle Eurocode 1.4. Alors, voilà, on va aller chercher sur Internet, vous allez voir. Donc, c'est un système d'unification venu de l'Europe et qui fait que, il considère que dès qu'on arrive, partant du principe que quand un cyclone ou une tempête arrive sur la Terre, ça ralentit, c'est le cas sur un continent, ils ont considéré, comme nous sommes des Européens, que même en passant sur des îles, c'est le cas. Alors du coup, à 5 km à l'intérieur des terres, au lieu d'être à 250 km de puissance, enfin en tout cas de résistance, on descend à 160. Ce qui n'est pas la réalité. Ce qui n'est pas notre réalité. Oui. Et donc c'est pour ça que quand j'entends qu'il y a des opérateurs continentaux qui viennent et avec de la bonne volonté, qu'ils soient un peu humbles de regarder ce qui se passe dans nos régions. Et il y a déjà eu, je redis... Et qu'ils connaissent aussi la réalité du terrain. Et puis surtout, il y a déjà eu un travail fait par des Caribéens. Oui. Donc ce fameux Carisbig, c'est un travail qui a été fait par l'ensemble des Caribéens qui construisent aussi bien en zone française, anglaise et hispanophones. Donc chaque fois que j'en ai l'occasion, j'en parle, et qu'il faut reprendre ce travail-là et que ça devienne la base de la construction, parce que ce sont des gens qui ont du talent qui l'ont fait. Voilà. Ok, 13h29, on va prendre la pause pub et on va vous retrouver tout à l'heure après la pause pub pour terminer votre chronique. C'est parti pour la pub. Voilà, 13h34, on revient avec Francette Rosamond et sa chronique Amazon Caraïbes pour conclure. Alors, Francette, encore deux mots, deux brèves. Oui, c'était juste un petit télescopage qui a eu lieu là, suite au Conseil des ministres la semaine dernière, qui a passé un décret qui entérine que désormais, pour tout ce qui est code forestier, rural et maritime, quand l'administration ne répond pas, ça veut dire que c'est OK. Voilà. D'accord. Silence vaut acceptation, selon la formule. Et puis, il se trouve que depuis le 1er janvier 2017, le Code de l'environnement, donc notre code encore, a institué que pour chaque projet qui nécessite déboisement, si vous voulez construire votre maison, si vous voulez mettre un hypermarché, etc., toutes sortes de tailles, que désormais, il faut demander une autorisation à la DIAL. La direction de l'environnement, l'aménagement, le logement, ça s'appelle comme ça. Donc, si au bout de 35 jours, cette administration n'a pas répondu, le 36e jour, votre dossier passe dans la partie la plus compliquée du processus. C'est-à-dire, avant, il vous fallait juste une notice d'impact, pour savoir, etc. Ça ne demandait pas forcément une expertise très approfondie. Désormais, si le 36e jour, si l'administration n'a pas répondu, vous devrez faire une étude d'impact, non seulement en saison mouillée, mais aussi en saison sèche. Donc, pour construire votre maison, il faudra prévoir sans doute 1 an avant le temps que toutes ces expertises soient faites, 1 an avant le premier coup de pioche. Donc là, vraiment, moi, je trouve qu'il devrait se parler un petit peu plus souvent entre les différents codes. J'ai l'impression, voilà.
À la prochaine fois. Merci Francette Rosamond, et tout de suite, sans tarder, on passe à l'info. On va recevoir M. Dorol dans un instant, mais nous sommes partis à Rivière-des-Pères. Absolument, je vous le disais en titre, la présidente de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes a donc effectué une visite du côté de la piscine intercommunale de Rivière-des-Pères, qui est actuellement fermée en raison d'une fuite dans le bassin principal. Une visite de terrain accompagnée d'une équipe de techniciens. On regarde ce reportage tout de suite. Nous n'intervenons pas seulement pour le Cercle des nageurs de la région de Basse-Terre et nos 1500 adhérents, mais également pour les 40 000 enfants qui ont besoin effectivement de cet outil de travail. Nous sommes sur une île, nous sommes dans un pays entouré d'eau. Il est important que nous apprenions un maximum de ces enfants à nager. Ça concerne tous les enfants des établissements scolaires, de la maternelle à la terminale, y compris à l'université, donc les collèges, les écoles primaires, les lycées, les collectivités, l'éducation nationale. Tout le monde est mobilisé et tout le monde est concerné. C'est un problème collectif. Le Cercle des nageurs de la région de Basse-Terre est là pour impulser, pour essayer de donner donc de la dynamique comme on le fait depuis 38 ans. Et par conséquent, nous continuerons parce que nous avons aussi des emplois à préserver, nous avons des activités à maintenir. Nous nous battons quotidiennement contre la sédentarité, contre l'obésité, contre toutes les maladies cardiovasculaires. Nous travaillons dans le secteur hospitalier, pas seulement au niveau des enfants, mais aussi au niveau des adultes, au niveau des déficients. Donc nous avons un certain nombre de partenariats qui sont très forts et qui nécessitent effectivement un entretien du corps, mais aussi de l'esprit. Et la natation est l'une des activités les plus prisées dans le domaine de la santé, dans le domaine médical, pour pouvoir donc se maintenir en bonne forme. C'est un vieil ouvrage qui a plus de 50 ans et qui représente incontestablement, depuis la Gabarre, le seul bassin sportif de la région. Donc nous avons un gros problème puisque la piscine fuit, vous le constatez. Il y a urgence pour nous à faire les travaux. Nous pensions avoir ce matin Kawikera Assainissement qui, avec un appareil, aurait fait une image exacte pour déceler la fuite. Si la fuite est le résultat d'une sortie d'eau à la canalisation, c'est une réparation que nous faisons puisque nous avons une société chargée de l'entretien qui est la société CGSP qui le fera pour nous. Ce que je veux qu'on sache, c'est que très rapidement, nous avons décidé de deux choses. La piscine, changer le liner puisqu'il est déchiré pour que cette piscine soit opérationnelle dans les plus brefs délais. Je ne peux pas dire quand aux populations, mais je veux dire rapidement. Or, tout à l'heure, on nous a fait une proposition B qui va permettre de répondre à l'occupation des jeunes pendant cette période de travaux. Et deux, j'enregistre que le petit bassin qui reste quand même isolé pourra être utilisé pour les jeunes. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour fixer les délais dans lesquels la piscine sera opérationnelle. J'en profite pour parler à la population de la Guadeloupe et à lui dire il faut maintenant qu'on se responsabilise. Nous avons officiellement 40 000 jeunes qui viennent ici dans cette piscine. Si chaque parent met 1 euro par enfant par an, on a de quoi entretenir la piscine. Et c'est par cela que je vais terminer. Le président de la communauté d'agglomération Cap Excellence, M. Éric Jalton, a donc mis en œuvre la dernière phase de l'installation des conseils citoyens des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Un tirage au sort d'habitants volontaires et de représentants associatifs est venu donc compléter cette initiative, cela sous contrôle d'huissier de justice et en présence également du représentant de l'État, des villes et des autres partenaires signataires du contrat de ville. Un reportage signé Michel Héraclide. Bonjour à tous les téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui ici à Salle-Georges-Tarrer pour la mise en place sur ce quartier de l'agglomération et de la ville de Pointe-à-Pitre qui est le quartier de l'Oricis, de Bergevin, de Grand-Camp. La mise en place du tirage au sort des conseils de citoyens. Alors, le conseil de citoyens résulte d'une volonté nationale, de la représentation nationale, de faire évoluer les politiques publiques concernant la ville et les quartiers pour chercher à ce qu'il y ait entre les quartiers la plus grande égalité et lutter contre les facteurs d'exclusion ou de ségrégation ou de différence simplement entre les quartiers.
et faire en sorte que des politiques publiques puissent s'y développer de la meilleure façon possible. Et avec un aspect fondamental, un aspect novateur, c'est la constitution de conseils citoyens, qui est une manière de s'assurer par des mécanismes de tirage au sort participatif, de façon à ce qu'on s'assure qu'un maximum de gens puissent participer de la décision dans ce qui concerne leur quartier, sur des aspects des plus simples comme les politiques publiques, les aménagements, les questions sanitaires qui peuvent se poser, comme jusqu'à des avis sur des restructurations plus importantes sur la restructuration urbaine de la ville et du quartier. Alors c'est une journée très importante aujourd'hui, puisque nous allons procéder au tirage au sort d'une partie des membres des conseils citoyens. Alors les conseils citoyens, c'est quoi? C'est un conseil auquel peuvent participer les habitants qui sont soit volontaires, soit tirés au sort, pour donner leur avis sur la situation de leur quartier et aider à trouver ensemble, construire des réponses de politique publique avec les moyens des communes, des agglomérations, de l'État. Il y a beaucoup de moyens d'ailleurs qui sont sur la table, puisque le gouvernement sanctuarise sur la durée du quinquennat les moyens de la politique de la ville. Donc il s'est beaucoup fait dans les quartiers prioritaires la politique de la ville depuis très longtemps, même avant la politique de la ville. Demain, on va fêter les 40 ans de la politique de la ville. On voit toutes les résidences qui ont émergé en bord de mer, la rénovation du square Henri IV, Montréal, toute une série de réalisations, les équipes de rue qui se mettent en place, la gestion prévisionnelle des compétences pour savoir de quels emplois les gens auront besoin dans 10-15 ans. Donc on finance beaucoup de choses, et les conseils citoyens, c'est une chance pour les habitants de dire leur point de vue sur la manière dont on pourrait utiliser cet argent. Voilà, donc aujourd'hui c'est une grande chance, puisque le tirage au sort, c'est le moyen d'assurer la représentativité la meilleure possible des habitants des quartiers de la politique de la ville. Dans le cadre de la Semaine Bleue, l'EHPAD des Abîmes proposait donc en lien avec ce thème à tout âge faire société donc une matinée d'échange entre donc les pensionnaires donc de l'EHPAD Jérémy Jalton ainsi que les lycéens de Saint-Joseph de Cluny. Depuis ce matin, seniors et élèves tour à tour chantent, dansent, discutent durant une belle matinée de transmission et de convivialité. Cela donc mémorable pour tous. On regarde ces images. Alors cette journée-là qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine Bleue, c'est un échange avec les jeunes de l'école Saint-Joseph de Cluny que nous accueillons aujourd'hui, de façon à ce qu'il y ait un partage des actions de solidarité entre les aînés et les jeunes. Donc ça va se traduire par des chants, des danses, de la poésie, des présents que vont faire les personnes, les jeunes, et les aînés ont préparé également des chants de façon à accueillir les jeunes. Donc la Semaine Bleue, c'est un temps festif, mais c'est également un temps de partage entre les générations, puisque le thème c'est à tout âge faire société. Donc c'est un thème qui s'inscrit dans l'intergénération. Donc Voilà, donc aujourd'hui dans le cadre de la Semaine Bleue, nos élèves de seconde et première de la section ASSP du lycée Saint-Joseph de Cluny sont venus à la rencontre de leurs aînés afin d'échanger. En fait, c'est en quelque sorte une rencontre intergénération. Mais cette visite a aussi un but pédagogique. Donc je laisserai Madame Rémis, qui est responsable de ce projet, expliquer de quoi il s'agit. En fait, c'est un projet d'équipe avec plusieurs enseignants. Moi, je suis responsable de l'enseignement de ce qu'on appelle le pôle 2, donc l'animation. Donc, ce projet a pour objectif de permettre aux élèves de mettre en application les enseignements théoriques qu'ils auraient reçus. Voilà. Donc, en leur permettant de rencontrer des personnes âgées dont ils pourraient avoir la charge plus tard. Et pour nos élèves de seconde qui sont venus, c'est aussi un moyen de pouvoir découvrir une structure, de voir comment ça fonctionne et puis voir le public qu'on pourrait y rencontrer. C'est une forme de découverte, c'est aussi une manière de montrer que les personnes âgées, elles comptent, qu'elles sont toujours là, qu'on est là pour elles, qu'il faut qu'elles soient là pour nous et qu'il faut toujours les mettre en avant en fait. Voilà. On est en ASSP à
l'accompagnement et soins service à la personne. Et on doit apprendre à s'occuper des personnes âgées, des enfants, des personnes en situation de handicap. Donc oui. Et monsieur le maire de la ville, donc des Abîmes, Éric Jalton, condamne une nouvelle fois les actes de violence gratuite perpétrés au groupe scolaire de Doubs, puisque cette école a été vandalisée et cambriolée dans la nuit de mardi à mercredi, une énième effraction d'établissements municipaux et environ la 10e pour les établissements scolaires depuis juillet 2017. Et avant de refermer ce journal, notez que nous sommes repassés en vigilance verte. L'ombre tropicale d'Annick s'est éloignée. Bonne nouvelle. Mais tant mieux. Et donc, c'est la raison pour laquelle on pourra assister à la glorification de Mansoso, puisque c'est pour cela que M. Dourol est avec nous ce midi pour clôturer ce ZCL. Bonjour, M. Dourol. Bonjour, ah ben, nous pas fait rien parce que Cyclone a crasé tout le bitin, on attend ça. Eh ben, oui. Mais quand même, ça qui était pour voir qui fait, nous que glorifier Mansoso. Oui, nous t'ai pour glorifier les 10 à mois passé, mais c'est madame l'a dit qu'à partir de ce moment-là, elle a bon en faveur. Ouais. Effectivement, journaliste a sorti de nous que nous passons en violence vert. Donc dimanche, Ravine, dans les 3 jours, dimanche 8, eh bien, nous avons glorifié Mansoso. C'est ça qu'on a rencontré. Alors, pour les gens qui passent, qu'est-ce qu'on a rencontré? Alors, si on ne pas qu'on a rencontré en Guadeloupe, eh bien, là, ça a un gros problème. Oui, mais nous, le monde qui a un gros problème. Un gros problème. Alors, quand on a rencontré, chaque monde qui a venu, tout le monde qui a venu, déjà, mon invité librement, habité à Libre, à Dival. Et quand nous l'avons depuis 11 heures, parce que nous avons fait un hommage à nos ancêtres, après qu'ils aient mangé. Alors, au lieu de nous courir manger au restaurant, chaque monde qui a venu, les invités, les gens qui n'ont pas invité, la population qui a venu. Ils ont venu manger à eux, ils ont venu à casa les soirs, la veille, ils ont préparé manger à eux, poisson fouillé à eux, diré par eux à eux. Et nous avons fait un grand assemblée à tout ça. Côte d'Ivoire, c'est un grand espace, pour y pas connaître. On est à Dival, mais au lieu de 6 plages, même mettre les dans 6 plages, pourquoi mettre les dans la terre là avec tout le monde, et là tout le monde qui a mangé ensemble. Côté midi, il y a des airs. Et nous, vingtaine d'artisans, si mon équipe est circulée avec ces artisans là, ça va vendre, ça va habitant. Et puis, là, quand on côté 3 heures, là, nous allons descendre au côté, voilà, nous mettons ici, bissamment ce là à présent. Alors, pour les gens qui passent ça, parce que ni les gens qui peut-être pas savent que c'est à Dival, ça a fait, et d'après ça, on comprend, la municipalité Canal Bazoton Fosse. Oui, mais vous savez que Dival, ici, commune en Canal. Oui. Bon, et depuis longtemps, depuis avant, mais là, ça, l'autre, mais là, déjà, il y a un grand espace qui était faite là. Et c'est pour dire, c'est CIPN qui lance ça. Voilà, et CIPN fait descendre ça, elle veille complicité à l'autre mais là. C'est Mittel, c'est Mittel. Mittel, non, elle a gâché. Elle veille Mittel et puis CIPN, nous fait descendre ça, le Centre international des tambours. Oui. C'est pour ça que CIPN font gros tambour là, petit tambour, moment tambour, que la population d'ailleurs, le pays payé. Parce que nous avons demandé pour l'argent, nous avons fait butin nous-mêmes, avec la population. Et là, on a allé des tambouillères, donc tous les grands tambouillères, nous allés et écrit en France, en créole, en français, en espagnol, en anglais, pour montrer internationalisme caribéen en nous. Donc, ils sont toutes là. La vélo, accident, enfin, tout, ils ont belle allée, gros tambour là, et là, nous avons mis tout à plus haut, nous avons mis avec Stati à Mansoso à présent. Alors, Mansoso, pas ton tambouillet, pourtant, pas ton tambouillaise, c'est maman qui conquête. Oui, pas ton tambouillet, c'était maman qui conquête. Mais Adam et ça nous a fait là, nous avons quand même un roté qui conquête Adam. C'est Mansoso. Alors, Mansoso, c'était qui putain? Là, Mansoso, j'ai appris de rester là, c'est un genre de bic. À les roses et à tambouiller, c'est-à-dire que laissez mon là qui a sorti en chancron là, c'est là que tu as dépensé et quinzaine là. Alors manger, tirer un petit peu et les roses qui ont roulé, parce que le vendredi, il y a lundi matin après le travail, et là les roses
tambour et danser. C'est ça que nous voulons mettre en place. Vraiment, moi, je suis en bas fait. Mais c'est qui était mettre habitant là. C'est à ce moment-là, c'est nos madame qui était mené habitant là. Et bien, moi, c'est ça. Il était mené les Jabrins, et c'est pour ça que nous voulons mettre à l'honneur. Alors, ça qui est bien, c'est que je crois fait ça avant une mot. Parce que souvent, fois, ça est arrivé, je crois, glorifier les gens, les gens morts. Oui. Mais non. Bon, il y a peut-être des gens morts que nous glorifions. Mais là. Mais qui a fait sortir mort, maintenant ça. C'est même ça avec mon café. Mais là, non, nous faisons pendant qu'il est là. Et il est là. Oui. Enfin, en cas espérer qu'il est santé, parce que quand même, il y a longtemps. Il y a un bel âge. Parce que là, nous te fait grand et conseil au la montagne, il était là. Bon. Là, nous espérons qu'il est là. Mais en cas de bon, ça dépend de la santé. Dans tous les cas, tout le monde est là. Il est en France. Tambour quand même. Oui, mais ça, c'est le lien international du tambour. Donc, il y a un tambour, il y a un tambour de toute qualité. Ah non, tout le monde est là. Et c'est grand, et des centaines de monde qui fait grand et conseil là, donc est là. Alors, Kenny Fanka, Zileva Véronique Gamer, Emmanuel Blancus, Marilyn Daoumé, Corala et à défi vocal. Et tous ces gens-là, ben, ils sont là pour moi, Soso. Kenny Islamé, Kenny Poulet qui est là. Enfin, pas quel monde qui est là. Donc, c'est un véritable petit fête. Son grand fête, grand fête des villages, quand nous regardons en Afrique, un grand fête des villages. Et c'est pour ça que nous avons espéré, nous avons pensé que, vu que nous avons vu vers à présent, par les ponts, explication pour dire que t'es cyclone, t'es blanc, t'es bitin, tout le monde d'un côté 11 pour nous faire hommage là des ancêtres. Ça, c'est un bitin qui est important. Il faut commencer par un bitin cérémonial important. Vraiment, manger là des midi à 10 heures. Côté 3 heures, nous avons fait donc hommage là, avec des types Covid, des types. Il faut dire qu'on a porté petit bain aussi. Oui, bon. Porter de l'eau à eux, petit bain et manger là. Voilà, tout le bitin, voilà. Parce que là, tout le bitin là, c'est les autres. Et c'est grand famille. Et c'est grand famille. Grand famille. Ah ben, nous avons, monsieur Dorol, nous avons monsieur Devin dit ça, il y a qu'à rappeler donc, pour les gens qui ont écouté nous en Guadeloupe, tout partout, les gens Martinique, les gens qui en France aussi, ils ont raté ça, mais Canal 10 qui est là, qui rendent compte. Donc, il y a un grand fête alentour à Mansoso. Maman Soso, il faut dire, c'est maman qui lui-même était un grand chanteur, un grand tambouiller. Et 8 octobre, à partir de 11h, pour glorifier les ancêtres. Et après ça, ben, le monde qui peut contrer, qu'il y ait son, qu'il y ait musique, qu'il y ait manger. Et tout ça qui fait à donc grand, l'esprit, il y en a l'autre. Et on met à laver l'autre. Ben oui. Et nous, pour la guerre, nous avons pensé la guerre côté ces têtes choix. Donc, on veut dire que si le monde. Si vous ne pouvez pas midi, vous pouvez prendre ça, c'est tête choix. C'est tête choix. Et venez avec ces petits-là, parce que ce sont des mémoires. Ce sont des patrimoniales, comme on dit en français. Ils ont ancêtres. Ah ben, ils sont ancêtres déjà, et sont bons ancêtres même. Donc, venez avec toute qualité famille, et nous là, éduquer sur tout le monde. Bien. Et c'est gratuit. C'est ça, pour rien, ça sera fait à Fondalca. Merci en tout cas, monsieur Dorol. Nous avons rappelé mon maintenu dans le journal, l'interview à procurer là, monsieur Xavier Bonon, par rapport à Priscilla, Antifille, qui a assassiné Bastien il y a 3 temps. Il a parlé aussi des assises d'outre-mer, c'est le ministre des derniers coloniements Girardin qui présentait ça. Et même M. Chevrier, il parlait de de piscine à rivière des Pêches. Ça fait qu'il y a un lot problème dans 3 piscines. On a posé la question, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a obligé de fermer? Et donc tout ça, et puis aussi tenir conseil citoyen à M. Jalton Alentour, à Cap Excellence et Simène à IPAD en commune Zabim. Nous recevons aussi un architecte, M. Bergen, qui explique nous ça il voit à Saint-Martin, il montre nous qui Jean architecte a foncé vient mépriser les architectes guadeloupéens puisqu'il dit si ça crase Saint-Martin c'est que pas c'est architecte en Guadeloupe là, pas bon, c'est architecte guadeloupéen là, pas point, il faut mettons lettre d'erreur et il commander les politiques de prendre responsabilité à eux pour reconstruction à Saint-Martin, c'est pas un qui français qui vient faire mais des Guadeloupéens, des architectes guadeloupéens, Saint-Barth, Martinique et Guadeloupe peut travailler dans ça et puis dernier parole là notre pays vers justement les agriculteurs, M. Dominique Dautron qui vient bailler la voix à si on semblait qui fait, c'était hier en disant à la préfecture, il y avait un préfet français qui était là et il posait problème à calamité naturelle. Mais c'est ça qui était dans ZCL là, là nous étions en direct aussi en radio là, si RHT, nous avons bien merci, nous allons retrouver nous demain. Nous allons vous parler de l'agriculture puisque nous allons recevoir M. Patrick Célin, M. Patrick Célin
Marcelin, c'est nouveau président à la Chambre d'agriculture, puisque je suis réélu et demain, nous que la voix. Voilà, c'était le ZCL en direct de Canal 10 et aussi de Radio Haute Tension. À demain à la même heure. Si vous pouvez manger, bon appétit.